Bienvenue sur ce webinaire organisé entre Eurocreative et Daleko Blisko, qui se sont associés donc, pour faire ce webinaire sur les relations franco-ukrainiennes qui sont, dirons-nous, peu souvent expliquées, qui font peu souvent l'actualité, en France en tout cas. Et nous avons envie notamment de lancer le débat sur ces relations, sur l'état de ces relations aujourd'hui et sur les perspectives de celles-ci. Malheureusement, Sébastien Gobert, donc le cofondateur de Daleko Blisko, a quelques soucis de connexion, donc je tâcherai de mon mieux pour le remplacer, en tout cas, en espérant qu'il arrive et qu'il soit parmi nous très vite. J'aimerais tout d'abord vous présenter nos trois invités pour ce débat. Alors, tout d'abord, Valeria Formuntian, vous êtes députée à l'Assemblée nationale, présidente du groupe franco-ukrainien, le groupe d'amitié parlementaire franco-ukrainien. Bonjour, bienvenue. Nous avons aussi à nos côtés Bertrand Barrier, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Bienvenue parmi nous. Et nous avons Tetiana Ogarkova. Vous êtes donc quelqu'un qui connaît très bien la France, puisque vous êtes totalement francophone. Vous êtes l'éditrice en chef de Ukraine Crisis Media Center, et nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous également. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui a commencé avec malheureusement un peu de retard. Première question peut-être, et j'aimerais m'adresser à vous trois à la suite. Nous avons nommé en fait ce webinaire France-Ukraine à la recherche du temps perdu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette impression que nous avons perdu du temps depuis 2014, depuis les événements d'Euromaïdan, depuis l'annexion de la Crimée, depuis la guerre du Donbass? Où en sommes-nous aujourd'hui dans ces relations franco-ukrainiennes? Quelles sont les caractéristiques de cette relation? Est-ce que ce sont des relations poussées, ou du moins aussi poussées que l'Ukraine pourrait le vouloir? Est-ce que ce sont des relations qui sont maintenant en demi-teinte? On le sait, le format Normandie est quelque peu bloqué dans une situation en tout cas difficile, notamment depuis le sommet à Paris en décembre dernier. Où en sommes-nous? J'aimerais peut-être commencer par vous, Madame Formontian. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette invitation et pour ces questions très vastes. Donc, je vais essayer de répondre de manière succincte pour qu'on puisse entretenir le débat avec mes collègues sur le sujet. Tout d'abord, la France s'est énormément investie en Ukraine sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Depuis 2014, les relations n'ont cessé, à mon sens, c'est mon point de vue, de s'approfondir, même si au départ, elles étaient extrêmement concentrées sur l'accompagnement de l'Ukraine dans sa crise intérieure. Donc, je pense que beaucoup de moyens ont été mis en œuvre par rapport à Donbass et la Crimée, et que pour le reste a été un petit peu négligé. On peut dire ça comme ça. N'empêche que les Français restent les premiers employeurs étrangers sur le territoire ukrainien, et c'est non négligeable. L'ex-président Poroshenko a souhaité réintégrer le français dans l'éducation, alors que ça faisait plusieurs dizaines d'années que le français avait reculé, la francophonie avait reculé en Ukraine. Donc, il y avait une volonté de la part des Ukrainiens à s'investir dans cette relation. Il y a eu plusieurs contrats qui ont été signés. On peut citer les hélicoptères, par exemple. Maintenant, ce que le groupe d'amitié que je préside à l'Assemblée nationale a souhaité mettre en évidence, c'est peut-être l'hyperprésence de la France en Ukraine et l'absence de l'Ukraine en France. On a peu de recherches fondamentales en la matière. On a beaucoup de lobbying qui est encore en lien avec l'ex-URSS et beaucoup avec la Russie. Et les Français ont beaucoup de mal à se représenter l'Ukraine s'ils ne sont pas intimement liés à l'Ukraine. On en parle très peu dans la presse, même si M. Zelensky, le nouveau président d'Ukraine, a fait beaucoup parler de lui par le fait qu'il provenait des arts plutôt que de la politique de manière originale. Une fois qu'il a été élu et qu'il y a eu 5 articles de presse sur le sujet,
les choses se sont tassées et maintenant on n'en parle quasiment plus d'Ukraine, ni du conflit, ni des partenariats, ni des avantages que l'Ukraine peut représenter à la frontière immédiate de l'Union européenne. Donc, c'est un bilan en demi-teinte, si vous voulez, pour répondre à vos premières questions. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel formidable de coopération bilatérale, donc dans les deux sens, et pour l'instant qu'une partie est exploitée. Et si on devait essayer de nommer les responsabilités, je pense que pour le coup, elles sont parfaitement partagées des deux côtés, mais on rentrera dans les détails peut-être un petit peu plus dans le débat par la suite. Bien sûr, merci bien pour ce premier panorama. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Monsieur Barrier, et peut-être sans rentrer forcément dans les détails, mais plutôt avoir une approche un peu plus centrée sur l'économie. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie française. Quelles sont vos perspectives sur ces relations franco-ukrainiennes? Madame la députée a notamment nommé brièvement quelques points, notamment les hélicoptères. Où ça en est, Monsieur Barrier? Oui, merci, bonsoir à tous. Donc, je commencerai par dire que d'un point de vue économique, depuis 2014 à aujourd'hui, on peut dire qu'on a senti une évolution plutôt dans l'ensemble assez positive. On a bien évidemment à distinguer sur ces aujourd'hui 6 années, peut-être à distinguer entre deux périodes. Tout d'abord la période 2014-2017 et peut-être ensuite la période 2017-2020. Sur la période 2014-2017, d'un point de vue économique pur, c'est une période extrêmement compliquée, puisque 2014, en février, révolution, départ du président, nouvelles élections présidentielles, annexion de la Crimée et perte du Donbass. D'un point de vue économique, on assiste à une dévaluation historique de la monnaie, puisqu'on est sur une dévaluation sur l'année 2014-2015 à près de 100% de dévaluation. Donc c'est vraiment quelque chose de jamais vu, avec un choc économique humain terrible, puisque vous avez un conflit armé, donc une mobilisation, donc pour les entreprises présentes ici en Ukraine, des questions non seulement de perte de territoire de distribution, puisque tout simplement la Crimée, le Donbass, c'était quand même économiquement le Donbass très très puissant. Des grands groupes ont perdu, donc pour les investissements français, ont perdu certains de leurs investissements, puisque Air Liquide voit son usine en cours de construction se situer dans la zone de Donbass, donc dans la zone directe de conflit, avec une impossibilité d'accès et qui a mené à une perte de l'investissement quelques 2 ans après. Donc on a une période 2014-2017 extrêmement violente, très peu de nouveaux investisseurs, tout le monde l'a ressenti, et pour les sociétés françaises qui ont investi sur le pays, un besoin, on va dire, de tenir le coup, de tenir leur position en Ukraine face à tous ces enjeux et toutes ces difficultés qui ont été quelque part, qui sont rarement rencontrés ou sont surtout en Europe, ou en tout cas dans un pays qui fait partie de l'Europe, à nos frontières, et qui rencontre un nombre de difficultés incroyables. Donc on a vraiment une période 2014-2017 où je dirais, c'est très simple, au niveau de la Chambre de commerce, très peu de nouveaux investisseurs, si ce n'est aucun investisseur. Les investisseurs présents qui doivent tenir le coup, et la chance, et du côté français, peut-être une certaine fierté, la chance qu'aucun investisseur présent n'ait décidé de se retirer du marché. Donc on a vraiment quelque chose, une situation compliquée où des réformes se mettent en place tout de suite après 2014, donc des signes positifs. Également, le gouvernement Poroshenko se met en place, on voit qu'on a de meilleures relations avec les administrations, moins de contrôles fiscaux, moins de difficultés de contentieux avec les administrations qui étaient utilisées classiquement par le régime de Yanukovych pour tout simplement réussir à faire pression sur les entreprises. Donc on a un climat des affaires qui s'améliore un petit peu progressivement, c'est sur les 3 années, une période compliquée. Donc ça, c'est la période 2014-2017. Et un mot sur la période 2017-2020, une amélioration de la situation, un rapprochement
une bonne relation entre la France et l'Ukraine, existant déjà avant la nomination de M. Zelensky, avant son élection, et qui s'est renforcée après. Avec cette période 2017-2020, un ensemble d'une part, un grand projet qui sort, à savoir le projet entre Airbus sur les hélicoptères, qui a été mentionné, la vente de 50 hélicoptères à l'Ukraine, qui est un contrat pour 500 millions d'euros, suivi dans cette période 2017-2020, cette année, de la signature par OCA de la vente de 20 patrouilleurs à l'Ukraine, donc des 20 bateaux pour la zone du sud de l'Ukraine, pour la défense du territoire et des frontières. Et troisièmement, un contrat qui est signé avec l'Assor Stéro, donc une société française, un troisième contrat sur le traitement d'usines de traitement des eaux à Mariupol. Donc on a 3 grands contrats, d'autres sont en cours de discussion ou de négociation. Et un lien, alors on voit sur cette diplomatie économique un lien important sur les grands projets. En particulier ensuite, de manière plus générale, et je terminerai dessus, du côté des investisseurs, on voit sur la période 2017-2019 de nombreux investissements dans l'énergie renouvelable, avec des gros investissements réalisés par des sociétés françaises dans le domaine et de nombreux investissements réalisés dans le domaine du fait des tarifs extrêmement attractifs promis par l'Ukraine. Et alors ça soulève un gros problème aujourd'hui, puisque aujourd'hui l'Ukraine, ces tarifs n'arrivent pas visiblement à les honorer. Et depuis le début de l'année, ce qu'on appelle le guaranteed buyer, donc la société qui est censée payer pour ces tarifs d'énergie produite, l'acquéreur n'a pas procédé au paiement, en tout cas en grande partie en défaut. En plus, le gouvernement a décidé d'une baisse rétroactive des tarifs sur l'énergie renouvelable. Donc on a, sur ce domaine-là, un gros souci du fait que montre une grosse faiblesse que montre le gouvernement ukrainien aujourd'hui et qu'il faut régler absolument et sur lequel il faut absolument trouver une solution. Ensuite, sur le reste des investissements, sur la période 2017-2020, de manière générale, on a vu un retour des investisseurs modéré, pas en masse, mais on en a vu apparaître de plus en plus s'intéresser par l'Ukraine avec des entrées sur le marché, également de grandes enseignes, par exemple Decathlon, ça qui me vient à l'esprit, ou d'autres qui ont décidé d'entrer ce marché, en plus des énergies renouvelables que j'ai citées précédemment. Voilà. Merci bien pour ces précisions et notamment ces détails sur les relations franco-ukrainiennes au niveau économique, cette évolution, donc, ces perspectives. Madame Ogarkova, j'aimerais vous poser la même question, où en sont les relations franco-ukrainiennes, et notamment via un aspect un peu plus spécifique de votre profession, notamment vous êtes impliqué dans les médias, donc, et notamment en revenant sur ce que Madame la députée disait, qu'en est-il aussi de la capacité de l'Ukraine aujourd'hui à faire parler d'elle dans un pays comme la France? Nous savons que vous êtes francophone. Est-ce que c'est un biais que vous utilisez, notamment pour parler de l'Ukraine en France, quand on sait que la France a du mal à parler de ces pays d'Europe orientale? Alors, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité à cette discussion, à ce débat qui paraît tout à fait intéressant. Je commencerai par le début en disant que voilà, le titre de débat qui était proposé par Daleko Blisko, par Sébastien Gobert, à la recherche de temps perdu, ça sous-entend une certaine époque d'or qui était derrière. Et donc, voilà, qu'il fallait qu'on allait avancer dans une époque un peu plus cynique. Alors, ce que je voulais faire, c'est un peu contester cette vision, parce que oui, apparemment, oui, et puis rappeler que le roman de Proust se termine par le temps retrouvé. Donc, d'ailleurs, je mentionnerai que Marcel Proust est un auteur connu en Ukraine et traduit en ukrainien, donc tous les 7 tomes. Donc, sont traduits en ukrainien et c'est une traduction excellente. Donc, je le sais très bien parce que j'enseigne la littérature, entre autres, à l'Académie Moïla à Kiev. Et donc, je vois chaque année mes étudiants, plusieurs, qui sont passionnés par cette grande œuvre moderniste. Alors, Proust est bien connu en Ukraine. Et donc, voilà, c'est déjà un début de dialogue. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, parce que je vais parler aussi des choses culturelles, c'est que le nombre des traductions en ukrainien des auteurs français, y compris des auteurs contemporains, ça augmente. Donc, ça force le dialogue culturel qui aussi
très important. Alors, en revenant à la question, quelle est la dynamique en fait de ces relations franco-ukrainiennes, bien sûr, nous nous rappelons très bien l'époque de Maïdan et des premières années de guerre. Et puis, ici, en Ukraine, on a beaucoup apprécié tout le soutien que la France avait apporté ensemble avec l'Allemagne, dans le format de Normandie, donc dans les premières années de la guerre. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas un secret que ce format il est en état de stagnation, en quelque sorte. Mais la faute, elle est bien sûr n'est pas à la France ni à l'Allemagne et peut-être même pas à l'Ukraine. On voit que la faute principale de cette impasse où se retrouvait le format de Normandie, elle est bien du côté est, c'est-à-dire la Russie. J'y ajouterais le facteur aussi important qu'on a tendance d'ignorer, c'est la grande pandémie, donc c'est la grande crise coronavirus qui touche tout le monde, en Ukraine aussi bien qu'en France, en Allemagne aussi bien que partout dans le monde. Elle joue largement sur les relations bilatérales, même si on regarde ce qui se passe dans le groupe tripartite qu'on appelle le groupe de Minsk. Bien sûr, ça n'a plus lieu à Minsk, ça a lieu par Internet, dans les vidéoconférences comme la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire il y a beaucoup moins de présence humaine, beaucoup moins de diplomatie réelle et d'échanges aussi culturels réels. Donc, et ce n'est la faute à personne, n'est-ce pas? Donc, et quand on parle de la culture, je rebondis ce qu'a dit Madame Muntian et je suis absolument d'accord que la France est culturellement parlant est présente en Ukraine et ceci depuis des décennies et bien avant Maïdan, avec l'Institut français d'Ukraine, avec les festivals du cinéma, avec le Printemps français qui est un événement annuel qui devient avec des années un événement très important, très radio, qui apporte. Et je serais d'accord de dire que l'Ukraine est moins présente en France, mais quand même, la période de 2014, 2015 et 2016, c'était une période où il y avait quand même plus de présence ukrainienne. Je me rappelle d'être invitée avec plusieurs de mes collègues, de participer à des débats, à des rencontres. Donc, il y avait une période d'intérêt, je voulais dire, vers l'Ukraine, parce que tout d'un coup, on avait l'impression, nous les Ukrainiens, que comme si l'Ukraine avait commencé à apparaître sur cette qu'on appelle la carte mentale des Français et qu'on était déjà un peu différent de la Russie. Donc, pour une cause un peu malheureuse, pour la guerre, à cause de la guerre, voilà. Donc, les Français se rendaient plus compte que les Ukrainiens, c'est pas la même chose que les Russes et qu'on a quand même une autre histoire, qu'on a quand même une autre culture. Mais une fois de plus, la crise mondiale du coronavirus, elle a mis en pause, espérons-le, elle a mis en pause cette coopération qui s'annonçait assez fructueuse et assez intéressante. Et donc, aujourd'hui, je dirais que l'Ukraine, tout aussi bien que la France et tout aussi bien que d'autres pays, on est un peu replié sur soi-même. Donc, avec nos. Voilà. Donc, ça se voit sur toutes les échelles, peut-être moins sur l'économie, mais sur la culture, malheureusement, c'est le cas. Et donc, ce que j'ai sous les yeux, ce qui m'a frappé, justement aujourd'hui, donc hier, il y avait un rapport, une analyse publiée d'un centre analytique ukrainien qui s'appelle Nouvelle Europe. Et donc, hier, on avait ici à Kiev la présentation et l'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne Ponsan, il était là. Il participait au débat sur ce papier analytique. Donc, je vais partager juste quelques chiffres qui vont donner l'idée où nous en sommes aujourd'hui. Donc, la question était, comment est-ce que le public en France, mais aussi en Allemagne, en Pologne et en Italie, l'opinion publique, comment il change? Donc, qu'est-ce que les gens ordinaires pensent de l'Ukraine aujourd'hui? Et donc, cette analyse, elle comparait les résultats avec un sondage comparable qui était effectué en 2015.
Et donc, comme ça, on peut voir la différence et les tendances, l'évolution. Et donc, par exemple, on peut dire aujourd'hui que l'Ukraine est 4 fois moins associée avec la guerre qu'en 2015. C'est-à-dire que à peu près 40 quelques pourcents des Européens, c'est-à-dire des Français, associaient l'Ukraine à la guerre en 2015. Aujourd'hui, ils ne sont que 12 ou 13%. C'est-à-dire que la guerre, bon, c'est un défi, un challenge existentiel pour l'Ukraine parce que la guerre est toujours là, n'est-ce pas? Donc, mais dans l'esprit des Européens, il disparaît. À la fois, une autre trouvaille de cette analyse qui me parle, c'est que malgré tout, les associations négatives avec l'Ukraine, ils sont majoritaires. C'est-à-dire que quand on demande aux Européens, mais qu'est-ce que c'est l'Ukraine pour vous? Les gens ils sortent quand même la guerre, la pauvreté et l'immigration. Beaucoup plus que, je ne sais pas, la richesse culturelle, ou bien le potentiel économique, ou bien l'énergie renouvelable, ou quelque chose d'autre. Quand même, voilà, ces associations négatives sont là, mais la situation a changé un petit peu par rapport à 2015, puisque aujourd'hui, à peu près un quart des Français disent qu'ils n'ont aucune association avec l'Ukraine. Et après, c'est à nous d'interpréter ça et de dire que peut-être c'est positif, parce que si c'est vide, alors que nous, on peut combler ça avec quelque chose de positif. Mais bien sûr, pour cela, il faut voilà, travailler dans la communication, y compris dans la communication d'État, dans le ministère de la Culture, et puis commencer des projets, et bien sûr, tout ceci dans une situation assez compliquée avec la crise du coronavirus. Donc, c'est-à-dire que, et la dernière chose que j'évoquerai de cette analyse, c'est que quand même, malgré les événements tragiques voilà, de la guerre, je rappellerai qu'à peu près plus que 14 000 d'Ukrainiens ont péri dans cette guerre avec la Russie, et plusieurs millions ont perdu leur domicile et qui sont aujourd'hui des déplacés internes. Et puis, cette guerre a quand même apporté beaucoup de malheur aux Ukrainiens, malgré tout, quand même, des associations de l'Ukraine comme un pays proche de la Russie, comme un pays satellite, comme un pays voisin, comme un pays ex-république soviétique, il a largement diminué durant ces 5 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine commence à avoir un visage un peu autre, voilà, que le visage tout simplement d'une république post-soviétique ou une république, voilà, un petit pays proche de la Russie. C'est-à-dire, on peut considérer ça comme une chance pour l'avenir, comme une chance qu'on peut développer, et puis là, pour voilà, créer une image, une nouvelle image de l'Ukraine, voilà, dans cet échange avec la France. Bien évidemment, et des propos qui sont tout à fait actuels quand on sait ce qui se passe aussi au Bélarus en ce moment, où il y a cette problématique aussi de comment parler de ces crises qui sont aux frontières de l'Europe, aux frontières de l'Union européenne, et qui ne sont pas forcément, disons, le point de focus de la France en termes de géopolitique. Merci à vous trois pour ces perspectives générales qui sont très intéressantes, notamment du fait d'avoir des personnes qui vivent en France, en Ukraine, des personnes franco-ukrainiennes. J'aimerais maintenant profiter aussi de la diversité qui est professionnelle de ce panel, et notamment rentrer peut-être un peu plus dans le détail suivant vos professions. Je vais commencer par vous, Madame la députée, et notamment m'attacher plus aux questions politiques, diplomatiques. Comme je l'ai dit en introduction, courte introduction certes, on est un peu bloqué au niveau du format Normandie. Il y a eu une réunion, un sommet à Paris qui n'a pas permis de grandes avancées, si ce n'est des couvre-feux pas forcément respectés dans des zones très, très ciblées. Il n'y a pas d'avancée diplomatique majeure, nous le savons. Et notamment, j'aimerais que vous reveniez sur votre rôle, vous, en tant que présidente du groupe d'amitié parlementaire franco-ukrainien. Nos auditeurs ne savent pas forcément ce que ça implique, ce groupe parlementaire. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que ce groupe d'amitié parlementaire a une vocation de diplomatie parallèle? Et est-ce que le groupe d'amitié parlementaire et les relations interparlementaires entre la France et l'Ukraine sont capables de sortir
de sortir de cette impasse diplomatique et quelles sont en fait les possibilités de relations parlementaires dans le cadre du conflit ukrainien? Alors, le groupe d'amitié parlementaire a forcément une vocation d'exercer une forme de diplomatie parlementaire, ce qui est une diplomatie très différente des exécutifs. Toutefois, pour éviter d'interférer avec l'action du président de la République, on essaie de ne pas se marcher d'une sur les plates-bandes et de deux se ranger quand même derrière la prérogative présidentielle. C'est régalien, la diplomatie. On a connu une diplomatie en Ukraine sous les quinquennats précédents très, comment dirais-je, créative de la part de certains personnages qui se sont déplacés avec des t-shirts très éloquents quant à leur position politique en Crimée, et ça, on ne le souhaite absolument pas. Par contre, ce qu'on a fait avec ma collègue Caroline Janvier, que je salue, présidente du groupe d'amitié France-Russie, c'est que mutuellement, on a intégré le groupe d'amitié l'une de l'autre et on a reçu les ambassadeurs de part et d'autre ensemble pour démontrer que le Parlement français est français avant tout. Et donc, il garde une ligne diplomatique en ce qui concerne le conflit, de l'unité absolue entre les groupes d'amitié, puisqu'on ne souhaite pas importer les conflits extérieurs en France, mais bien essayer de contribuer à la résolution du problème et surtout au dialogue des parlementaires, qui sont des représentants de la nation, qui ne sont pas dans l'exécutif, qui n'ont pas les prérogatives régaliennes que de faire activer les armées ou autres. Donc, maintenant, en ce qui concerne le format Normandie, par définition, on n'y interfère pas, puisqu'il s'agit d'un dialogue entre les représentants de l'exécutif, donc pour la chancelière et les présidents des différents pays. Moi, j'ai vu un changement quand même radical en ce qui concerne le format Normandie avec l'élection de M. Zelensky. Je trouve que son approche de volontariste quant à retrouver la paix en Ukraine est assez édifiante et assez efficace. On peut effectivement déplorer que le conflit ne soit pas réglé, mais est-ce qu'on espérait qu'en 6 mois, le conflit pourrait être réglé? Enfin, je veux dire, la Russie est quand même très habituée à créer des conflits gelés autour d'elle pour des raisons tout à fait évidentes quant à ses intérêts et à la protection de manière particulière de ses entrées, de ses frontières. Donc, évidemment que le but, c'est de mettre fin à ce conflit et que l'Ukraine retrouve son unité géographique, politique, et que les populations qui se trouvent aujourd'hui dans la zone occupée soient libérées d'une certaine manière, parce qu'ils sont pas tous volontaires pour y être. Hein. Il y en a qui sont un petit peu pris en otage parce qu'ils veulent pas quitter leur domicile, parce que parents âgés, parce que pour X raisons. Et que la situation humanitaire et écologique dans le Donbass est aujourd'hui tout à fait dramatique. Mais tout en ayant cet objectif de règlement de conflit, on ne s'attend pas à ce que ça soit fait en 6 mois. Et sur la dernière année, il y a eu beaucoup de progrès quant à la libération de prisonniers, quant à la séparation, enfin à l'éloignement de la ligne de contact des milices armées d'un côté et l'armée régulière ukrainienne de l'autre. Il y a eu quand même quelques progrès. Maintenant, on sait très bien pour quelles raisons le dialogue est bloqué, comment il est bloqué, par qui il est bloqué, et que la Russie joue un rôle tout à fait stratégique quant à d'autres conflits qui se trouvent bien éloignés de l'Ukraine, et que ça reste un partenaire de dialogue pour la France, pour l'exécutif français, qui est incontournable, et notamment en ce qui concerne la Syrie et donc le combat contre le terrorisme par définition. Donc, tout ça mis bout à bout, ça vous donne une image des difficultés que peut rencontrer le format Normandie. Maintenant, il a le mérite d'exister. L'Ukraine a le mérite, et Zelensky, de montrer un certain volontarisme quant à la résolution du conflit, ou en tout cas à l'apaisement
du conflit. Je trouve qu'il y a moins de discours aujourd'hui en Ukraine en ce qui concerne l'ingérence, pseudo-ingérence française qui nous a été largement prêtée tout au début du conflit entre 2014 et 2018-19. Donc maintenant, le groupe d'amitié en soi, comme je vous disais, a vocation de dialoguer et d'instaurer le dialogue entre les parlementaires français et ukrainiens. Les difficultés, c'est le calendrier des élections. Donc en France, il y a eu l'élection présidentielle, puis législative. La constitution des groupes d'amitié s'est faite en automne 2017. J'ai très rapidement emmené le groupe d'amitié en Ukraine pour pouvoir faire découvrir ou approfondir certaines connaissances. On est allé jusqu'à la ligne de contact à Avdiivka avec mes collègues parlementaires qui avaient besoin de voir de leurs propres yeux la situation en Ukraine. Et je trouve que c'est des ambassadeurs derrière justement de ce qu'on cherche à retrouver en France, c'est-à-dire la communication au sujet de l'Ukraine. Et derrière, on a enchaîné sur les élections présidentielles ukrainiennes, puis les élections législatives. Le groupe d'amitié s'est constitué très récemment. Et donc, en plus, la situation sanitaire qu'a souligné Madame Ogarkova est très claire. Elle empêche un certain nombre d'événements de se tenir. Le dialogue n'est pas simple dans ces conditions. Il y a des priorités évidentes à l'intérieur même de chacun des pays. Donc, c'est pas la diplomatie parlementaire qui est prioritaire. En plus, on a une difficulté particulière et ce que je gère depuis plusieurs mois, c'est une forme d'abandon du régime sans visa pour les Ukrainiens, puisque les frontières étant rétablies du fait de la Covid, on a une difficulté d'une part pour les Ukrainiens quant au franchissement des frontières et d'autre part pour la diplomatie française sur le territoire ukrainien qui se retrouve à devoir gérer une forme de visa qu'ils n'avaient plus l'habitude de faire d'une part et d'autre part ils sont plus staffés pour. Donc, du coup, ils sont totalement débordés par les demandes diverses et variées, tout à fait toutes légitimes, mais qui nécessitent un travail particulier. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est cela. Par ailleurs, ce qu'on a essayé de faire avant la crise de la Covid, c'est aussi d'essayer de rétablir la coopération dans l'autre sens. Comme je disais, c'était un petit peu à sens unique. La France s'investit sur le territoire ukrainien avec des propositions de coopération, puis surtout de vente de biens ou de savoir-faire français. Mais l'Ukraine aussi a beaucoup de choses à offrir. En termes culturels certes, mais en termes économiques surtout. Par exemple, l'Ukraine a connu un développement formidable de l'IT. La France a une grande connaissance d'ingénierie en la matière, une coopération surtout sur la partie cybersécurité par exemple serait tout à fait bienvenue. On a du mal à lancer ce genre de choses encore en termes de partenariat. Et puis on essaie aussi de changer un petit peu les mentalités culturellement, c'est-à-dire influer sur l'opinion des parlementaires ukrainiens quant à leur capacité à réaliser des projets. C'est un vrai sujet en Ukraine. L'administration n'est pas une administration de projet, c'est une administration d'exécution. Et donc, ils ont du mal à être un petit peu créatifs en la matière, typiquement sur le sujet du tourisme, alors que c'est un pays où le tourisme est parfaitement adéquat quant au développement qui pourrait être fulgurant. La côte de la mer Noire pourrait devenir la nouvelle Croatie, même si l'eau n'est pas aussi turquoise. L'Europe est prête à accompagner financièrement et en termes d'ingénierie. La France
l'un des pays les plus visités au monde a forcément envie d'y contribuer. Et ils ont du mal à passer le cap, ils ont du mal à réaliser des projets, ils ont du mal à mettre les pieds à l'étrier. Et donc, du coup, il y a toute une dynamique à mettre en place aussi en termes culturels. Parce que ça pourrait être quelque chose, un secteur porteur d'emploi, porteur de valeur ajoutée pour le pays, porteur aussi de diplomatie à l'extérieur de l'Ukraine. Et on a du mal à faire bouger, qu'il s'agisse des administrations locales, qui sont extrêmement fortes, ou l'administration centrale pour développer des projets, pour proposer des choses, pour proposer des visuels, pour se présenter au salon. Alors bon, maintenant les salons de tourisme ne se font plus, quoique à l'essence. Mais il y avait un potentiel fort qui n'a pas été saisi. Donc, encore une fois, cette coopération, elle est en demi-teinte et le groupe d'amitié France-Ukraine entre les parlementaires, il a vocation à ouvrir les yeux. Il ne peut pas réaliser des projets. Je peux malheureusement pas mettre en place le développement du tourisme dans la banlieue d'Odessa, par exemple. C'est pas mon rôle. Mais en tout cas, essayer de mettre en évidence des dysfonctionnements par-ci, par-là. La coopération, par exemple, entre l'école d'administration de l'Ukraine et ENA en France, l'équivalence des permis de conduire ukrainiens en France, l'ouverture aussi d'entreprises ou du business. Voilà, c'est tout ça, le groupe d'amitié, sans que ce soit exactement concret, parce que je ne fais pas sortir les projets de terre. Le travail parlementaire est assez théorique finalement et philosophique. Bien évidemment. Et c'est une transition qui est parfaite pour parler à M. Barrier. Vous avez mentionné les problèmes de la situation sanitaire. J'imagine que M. Barrier les perçoit très bien, notamment en tant que président de la Chambre de commerce franco-ukrainienne. Il y a en ce moment donc des développements que l'on connaît, une tentative d'apaisement dans un pays toujours en guerre depuis plus de 6 ans, dans un pays qui a aussi connu, depuis l'élection de Zelensky, des réformes, pas toutes, elles sont parfois critiquées, mais en tout cas, il y a des réformes qui sont mises en place, qui peuvent peut-être aider aussi l'amélioration des relations commerciales. Il y avait eu aussi cette actualité à propos de l'accord du FMI, les aides financières proposées par l'Union européenne suite au Covid, avec un sacré montant qui est mis en place. Monsieur Barrier, quel serait en fait selon vous quel est le rôle aussi, tout simplement, votre rôle, le rôle de la Chambre de commerce d'industrie pour renforcer cette attractivité de l'Ukraine parmi les entreprises françaises? Madame la députée a mentionné l'IT, qui est en expansion, notamment à Kiev. Elle a mentionné aussi le tourisme. Comment vous faites-vous particulièrement pour convaincre les entreprises françaises, pour convaincre les investisseurs français de venir en Ukraine et de participer à l'établissement de ces relations, au renforcement plutôt qu'à l'établissement de ces relations? Oui, alors, je pense qu'il y a tout d'abord alors que fait la Chambre de commerce et ensuite quels sont les domaines qui naturellement attirent les investisseurs français quand ils viennent en Ukraine, quels sont ceux qui attirent peut-être plus et ceux qui attirent moins. Je pense que fait la Chambre de commerce? Tout d'abord, nous, on a un rôle qui est plus que de faire la promotion de l'Ukraine, qui est avant tout, dans les relations franco-ukrainiennes, de protéger et défendre les intérêts de nos membres. Donc il faut aussi comprendre que nous, nos membres, ce sont des sociétés françaises implantées en Ukraine, qui ont une activité en Ukraine. C'est animer un réseau de sociétés présentes en Ukraine, dans leur activité en Ukraine, et qui rencontrent un ensemble de difficultés sur l'Ukraine. Donc aujourd'hui, si bien évidemment notre objectif c'est de grandir et donc d'avoir de plus en plus de membres, avant tout c'est un rôle dans un pays essentiellement compliqué comme l'Ukraine, c'est pas tellement peut-être de faire la promotion, c'est plus d'avoir un rôle d'information objective. Je pense que dans des pays, on ne peut pas comparer l'Ukraine à un ensemble d'autres pays, je pense que dès qu'on arrive en Ukraine, on a besoin, comme il a été dit par les autres intervenants, nous à la Chambre de commerce, on ne fait pas de politique, donc le climat politique, même s'il est important, c'est pas vraiment
Notre activité, par contre, c'est d'informer tout d'abord et d'être une source d'information fiable du part de l'expérience de nos membres et sur la venue, l'installation, l'implantation de projets, de grands projets en Ukraine. Et c'est ça qui est apprécié par les membres et qui est apprécié également par l'ensemble des gens qui viennent en Ukraine. Je pense que l'Ukraine, comme il a été dit, il y a tout d'abord un défaut d'information. Il y a une barrière de la langue, mais il y a également un défaut d'information disponible. Ensuite, sur la promotion, c'est le rôle de l'Ukraine, c'est le rôle de l'Ukraine elle-même. Alors, elle a aujourd'hui, elle a une agence qui marche relativement bien, qui s'appelle Ukraine Invest, et qui est chargée de la promotion des investissements et des grands projets ukrainiens. Donc, c'est plus à eux qu'il faut poser la question. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement de montrer l'évolution des membres, de montrer les difficultés qui ont pu être rencontrées par le passé, les difficultés actuelles, de les remonter, de faire du lobby sur ces difficultés-là, afin que la situation change et puisse évoluer dans la bonne direction. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, et je rejoins l'ensemble des intervenants, aujourd'hui, dans les médias français, ce qu'on remarque, c'est un petit peu peut-être le rôle des médias, mais en tout cas, c'est qu'on parle de l'Ukraine à chaque fois qu'il y a quelque chose de croustillant à dire ou tout simplement une information pas forcément positive. On parle jamais, mais bon, c'est toujours un peu le rôle des médias et la difficulté, c'est qu'on parle jamais des belles réalisations et des choses quand tout va bien. C'est même vrai en France. Hein, oui, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Donc aujourd'hui, il y a ce déficit d'image. Où le gouvernement le comprend, puisque le président actuel est quand même un grand communicant. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est quand même, s'il était acteur, c'est avant tout un spécialiste de la communication. Donc, il redonne une image, il essaye de redonner une image. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que la réalité aujourd'hui, c'est que l'année dernière, on a été parti sur une image et sur une promotion du pays, alors qui était très forte, où tout le monde vous dirait que l'année dernière, on avait un renouveau pour le coup de l'Ukraine, une image très positive véhiculée, les investisseurs contents, tout le monde ravi de la situation, du nouveau gouvernement, nouveau président. On voyait vraiment les choses avancer dans la bonne direction. Bonne relation avec les institutions internationales, FMI, BIRD, Union européenne, que vous avez pu citer. Et depuis le début de l'année, et pas uniquement lié à la crise du Covid, mais en tout cas depuis le début de l'année, un ensemble de décisions qui auraient pu être, et de choix politiques faits par le gouvernement, plus compliqués. Changement de gouvernement, changement d'un ensemble de ministres, des décisions, dont la dernière prise par la Cour constitutionnelle, décidant de ne pas d'abolir comme délit pénal les fausses déclarations de revenus, qui sont particulièrement choquantes et qui ont été notées par la communauté internationale. Donc un ensemble de décisions négatives. Alors on est entre deux eaux. On a un président qui dit mais non, on continue à vouloir cette relation européenne, mais des faits qui malheureusement semblent aller dans la mauvaise direction. Donc c'est quelque chose qu'on suit et sur lequel on informe. Et ensuite, sur les domaines d'activité, alors pour revenir sur la deuxième partie du volet qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui chez les investisseurs français pour l'Ukraine, l'IT. Alors il y a un ensemble de grandes sociétés françaises présentes qui ont des tailles différentes. Il y a des grandes sociétés, pour ne pas les citer, Ubisoft ou autres, qui ont déjà un ensemble de développeurs, plus de 300, 400, 500 développeurs déjà en Ukraine. Il y a des grandes sociétés qui viennent de faire des acquisitions. Il y a une acquisition qui a été faite sur le troisième trimestre de cette année, au mois de septembre, avec une société Alten qui a racheté la société Archer, donc un grand achat d'une 150 développeurs. Beaucoup de petites PME qui cherchent des développeurs ukrainiens pour leurs produits. Et aujourd'hui, un ensemble d'écosystèmes IT très fort en Ukraine, seulement très fort axé sur la sous-traitance et qui mériterait de développer plus sur des applications et des choses plus, et pas uniquement de la sous-traitance, donc mais une transformation dont ils sont conscients et qui en marche aujourd'hui de manière assez rapide. Et ça, c'est plutôt très positif puisque tout ce qui est IT n'est pas sujet à corruption, à difficultés, à relations avec les administrations. Donc,
classiquement dans un pays comme l'Ukraine, c'est quelque chose de très positif. Le deuxième domaine dans lequel il y a beaucoup d'investissements, et c'est pas le tourisme, parce que là, c'est pas là où les Français sont le plus forts en Ukraine, et je pense pas que ça va être, ou alors je serais ravi d'être contredit, le cas pour un futur très proche, mais peut-être un peu plus moyen terme. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'agro, c'est tout ce qui est le domaine agroalimentaire, ou en tout cas agro-industriel, qui est agricole, qui est le domaine le plus porteur de l'Ukraine, puisque on a cette magnifique potentiel, des terres agricoles extrêmement productives, extrêmement bonnes. On a des agro-holdings qui se sont organisés, ont grandi au cours des 10-15 dernières années de manière exponentielle, avec des tailles d'exploitation qui avoisinent les 500-600 000 hectares pour les plus grandes, ce qui est énorme en termes de taille et de poids économique, et qui bien évidemment intéresse de l'industrie semencière jusqu'au matériel et machinisme agricole, toute la filière, évidemment, même si, et même en termes de production, on a certaines sociétés françaises qui se sont installées pour produire et qui connaissent, pour la plupart d'entre eux, une très belle réussite en Ukraine, avec une taille d'exploitation beaucoup plus grande que ceux à laquelle on peut être habitué en France. Et donc voilà, tout ça, c'est des beaux succès. Mais ce n'est pas la seule présence française, parce qu'on a la chance d'avoir une présence française dans un ensemble de domaines, dans beaucoup de domaines en Ukraine, on balaye tout. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est les deux domaines qui continuent traditionnellement à attirer peut-être le plus les investisseurs aujourd'hui. Merci, et j'aimerais continuer avec vous encore sur une petite question, puisqu'on a la question d'une auditrice, notamment qui s'attache à savoir, dans ce contexte donc, de crise sanitaire, on a souvent parlé au niveau européen d'une relocalisation possible de certaines industries, par exemple. Dans ce cadre, comment évaluez-vous la possible relocalisation d'entreprises françaises et quelle place peut occuper l'Ukraine dans ces perspectives? Est-ce qu'il y a des possibilités en ce sens? Alors c'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on espère, ou en tout cas on a au sein de la Chambre, avec les réunions qu'on organise avec les directeurs de grands groupes présents en Ukraine, une question qui a été abordée, où on a pu en évoquer. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, alors il y a des points très positifs pour l'Ukraine qui pourraient attirer justement cette relocalisation, c'est-à-dire la proximité avec l'Europe. Si on parle d'un rapprochement de production de l'Asie vers l'Europe, un coût de manœuvre extrêmement bas en Ukraine, une bonne connexion avec l'Europe, une proximité, comme j'ai pu le dire. Et donc, tout ça, il y a des points très positifs qui font en effet que l'Ukraine pourrait penser tirer son épingle du jeu. Ensuite, au cas par cas, bon, pour l'instant, alors selon les groupes, selon les activités, certaines paraissent plus simples ou pas à relocaliser. Et aujourd'hui, je pense qu'on va s'apercevoir d'un ensemble de demandes qui vont aller dans ce sens. Mais il faut savoir que c'est un marché compétitif, c'est un marché compétitif même entre pays de l'Est, c'est-à-dire que les demandes dont on peut être saisi, aussi bien la Chambre que nous, dans notre activité, dans l'activité que je peux avoir au quotidien, il y a toujours une comparaison entre l'Ukraine, la Pologne, la Hongrie, et ensuite ça va être une question qui est le plus compétitif en matière de logistique, main-d'œuvre, relations avec les administrations, et l'Ukraine, très objectivement, peut-être un peu malheureusement aujourd'hui, s'est amélioré. On voit qu'ils sont en progression, mais peut-être ils ne sont pas encore malheureusement au top sur l'ensemble de ces questions. Merci à vous. Madame Ogarkova, j'aimerais venir vers vous et notamment aborder les questions de société civile, d'échanges interculturels. On le sait, la France a peut-être certaines, ou en tout cas c'est mon avis personnel, certaines déficiences au niveau de sa diplomatie publique en termes de mise en contact des sociétés civiles en Europe et ailleurs, surtout en Europe centrale et orientale. Quand on compare notamment, par exemple, aux Stiftung allemands qui sont très présents en Ukraine, via les échanges étudiants, via des projets de société civile très généralement, ou les foundations américaines.
comment renforcer ces relations entre les Français et les Ukrainiens? Comment renforcer aussi les relations entre les jeunes, puisque ce sera notamment cette jeunesse franco-ukrainienne ou française et ukrainienne qui participera à l'amélioration des relations dans les années à venir. Euh, Vous qui êtes une illustration de je dirais, cette amitié, même voire cet amour franco-ukrainien, comment renforcer ces relations sociétales? Donc, merci pour votre question. Alors, oui, effectivement, ce serait pas, ce serait pas facile à faire. Justement, donc, comme j'ai dit avant, voilà, il y a cette époque aujourd'hui avec la crise du coronavirus qui favorise pas, malheureusement, hein, les échanges. Donc, les projets qu'on peut faire aujourd'hui, ça seront sans doute les projets après la pandémie ou après le moment où on peut maîtriser la pandémie, puisque effectivement, l'OTAN ne favorise pas ni les voyages, ni les échanges. On a l'habitude, par exemple, dans notre organisation, d'accueillir beaucoup de stagiaires. Et donc, on a toujours fait ça. Donc, ce sont aussi des échanges. Et puis, il y avait notamment des stagiaires qui venaient de la France, y compris parmi d'autres pays. Et donc, aujourd'hui, ça a l'air, voilà, des échanges par mail. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont passé des stages chez nous sans qu'on ne s'est jamais vu. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux puisque pour la jeunesse et pour la société civile, donc ça nécessite une certaine présence physique, ça nécessite un certain échange humain et pas uniquement électronique. Mais à la fois, ce que je veux souligner quand même, c'est que la dynamique des dernières années, donc à partir de 2013-2014, on peut justement parler de la naissance, de la renaissance, si vous voulez, de la société civile en Ukraine, qui est spectaculaire. Et je n'exagère pas en disant que voilà, que c'est bien la société civile qui a largement participé dans le moment de la début de guerre. Je me rappelle très bien des volontaires et puis des simples citoyens qui ont beaucoup contribué pour envoyer les soldats au front, qu'ils soient équipés, qu'ils soient nourris, qu'ils soient bien, parce que l'armée, à ce moment-là, était vraiment dans l'état lamentable. Je me rappelle, parce que je travaillais aussi comme journaliste, on a fait énormément de reportages sur les déplacés internes et sur le rôle de plusieurs organisations de la société civile qui s'organisaient pour aider ces gens-là qui ont dû quitter leur domicile, etc., les organisations, les volontaires, des personnes privées qui les ont accompagnés pendant des années. Donc, notamment, je mentionnerai peut-être des plus connus, la fondation de Frolivska 911, qui aujourd'hui, c'est une fondation de Svoyi, donc les nôtres, là, c'est les filles. Aujourd'hui, ce qui est frappant, ce sont les mêmes organisations qui aident à l'État ukrainien de combattre la crise du coronavirus. Ce sont les mêmes personnages ici à Kiev ou bien à Odessa. Odessa, c'est une autre organisation qui s'appelle la Corporation des monstres. Donc, ce sont les mêmes représentants de la société civile qui, une fois de plus, avec la crise du coronavirus, dans les moments où l'État n'arrive pas à gérer, puisqu'aujourd'hui nous avons le nombre de contaminations vraiment extraordinaire, etc., ils sont là, ils achètent les médicaments, ils apportent de l'oxygène, les machines, comment ça s'appelle, les machines à l'oxygène aux patients qui n'arrivent pas à avoir cela dans les hôpitaux. Donc, il y a donc c'est-à-dire que cette société civile qui est extrêmement active, qui est toujours là pour remplacer l'État où il est défaillant. Et malheureusement, voilà, les occasions de crise, les situations de crise où l'État ukrainien n'arrivait pas à protéger les Ukrainiens. Ils étaient nombreux pendant les dernières années et aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Et aujourd'hui, une fois de plus, la société civile se serait le coude pour aider et pour qu'on puisse surpasser la crise. En revenant aux échanges, c'est vrai que pour la jeunesse, c'est vrai que c'est un dialogue à mener. Ce sont des projets à ouvrir.
Et ça peut passer par les universités, tout aussi bien que par les ONG, par les universités. Les échanges entre universitaires sont extrêmement importants et Ukraine, depuis pas mal d'années, participe dans plusieurs, grands projets comme Erasmus, par exemple. Nos étudiants, ils partent à l'étranger. Et puis nous, on accueille également, on accueille avant, bien sûr, parce qu'avec la crise du coronavirus, ça se rétrécit d'une manière spectaculaire, mais c'est vrai que pour, voilà, pour continuer ce dialogue, il faut mettre l'accent sur tous les programmes intra-universitaires, scolaires, et puis les échanges des jeunes. Parce qu'après, on voit les jeunes grandir, on voit qu'ils deviennent vraiment des moteurs voilà, dans leur propre pays. Ensuite, voilà, les liens tissés pendant les années quand il était étudiant, ce sont les liens qui restent, ce sont des liens qui nourrissent après, voilà, le dialogue et puis les échanges. Et tout ça, bien sûr, ce sont des choses à maintenir et à renforcer, y compris dans les années à venir, donc c'est-à-dire tout de suite après, voilà, qu'on arrive à maîtriser à l'échelle globale la crise du coronavirus qui a cassé malheureusement pas mal de choses. Bien sûr, bien sûr. Le temps tourne assez vite, assez rapidement, donc j'aimerais notamment prendre une dernière question d'une auditrice, en l'occurrence Nina Bassak, ou plutôt, on va dire, une addition des questions de Nina, qui porte notamment sur le désintérêt de la France sur les pays de l'Est. On le sait, la France est plutôt intéressée sur les pays du Sud, de son voisinage, pardon, de son voisinage avec les pays du Moyen-Orient, avec les pays d'Afrique du Nord, beaucoup moins avec ceux du partenariat oriental. Comment est-ce que vous voyez, on sait que la France s'est notamment intéressée de plus en plus à l'Ukraine à partir de 2014, pas assez pour certaines personnes, mais quelles sont vos perspectives à tous les trois sur ce manque d'intérêt de la France par rapport à son voisinage oriental? Alors, si je puis commencer, c'est pas un désintérêt, c'est un manque d'intérêt initial. C'est dans la culture, dans l'ADN de la France. On a toujours été beaucoup plus investi sur nos anciennes colonies, sur le continent africain. On a une connaissance parfaite. Enfin, en tout cas, on l'avait. On a des interactions permanentes avec ce continent. L'Europe de l'Est et notamment l'ex-bloc soviétique n'était pas la tasse de thé de la France, même si il y a eu une certaine immigration à la révolution russe qui est arrivée de manière massive en France. Mais à partir de là, sur les temps modernes, c'est bien l'Allemagne qui s'est investie de par son lien du bloc de l'Est, avec le bloc de l'Est, qui s'est beaucoup investi. Aujourd'hui, Madame Merkel est capable de poser n'importe quel village sur la carte en Ukraine, ce que je ne suis pas capable de faire et pourtant j'y suis née. Parce qu'il y a une appétence naturelle de par l'histoire du pays. Ce n'est pas un désintérêt des Français envers l'Ukraine, c'est plutôt que c'est quelque chose qui n'a pas été développé initialement et il faut qu'on pousse à ce qu'il y ait plus de recherche fondamentale déjà sur les sujets, sur la culture, sur la démographie, sur la société, sur l'état de l'économie, sur l'état du droit aussi, de l'application des lois en Ukraine pour qu'on connaisse mieux ce pays. Et ce n'est pas encore le cas, mais ce n'est pas un désintérêt, je dirais, je ne le qualifierais pas comme ça. C'est plus en lien avec la culture initiale. Je laisse les autres membres compléter. Bien sûr. Monsieur Barrier, peut-être pour revenir à cette forte influence de l'Allemagne, est-ce que ça se voit aussi en termes économiques? Est-ce qu'il y a une prépondérance de l'Allemagne en termes économiques en Ukraine? Y a-t-il une concurrence franco-allemande en Ukraine économiquement? Il y a forcément un point important de l'Allemagne, mais je pense en tant que premier exportateur mondial, je pense qu'ils sont présents partout. Sur l'ensemble des pays de l'Est, de manière plus générale, évidemment, c'est leur zone d'influence très importante pour eux. Je pense que du côté des investisseurs, nous, ce qu'on voit c'est un peu ce qu'on a observé sur la zone et ce qu'on observe sur l'Ukraine, c'est que les Français sont peut-être pas arrivés les premiers, mais ils ont quand même investi sérieusement sur la zone. D'un point de vue économique, quand on regarde
on investit sur les domaines qui sont proches pour la France et d'intérêt pour la France. Dans l'agro, l'Ukraine et la France sont similaires. L'agro-industrie. Il faut voir quand même que au niveau industriel, aujourd'hui, Danone, Bell, Bongrain, Lactalis, ils sont tous présents avec des usines en Ukraine. Donc, dans les domaines stratégiques, on est, enfin stratégique ou en tout cas important économiquement pour la France, on est présent. Oui, évidemment, l'Allemagne est importante. Non, moi je dirais aujourd'hui, ce qu'on observe peut-être plus en Ukraine, c'est l'influence chinoise hein, qui jusqu'à présent est peut-être du fait de la relation proche avec la Russie, fait que peut-être les Chinois étaient moins... les Russes devaient dire aux Chinois, écoutez, c'est notre zone d'influence, donc en gros, les Chinois intervenaient peut-être moins en Ukraine, c'est peut-être comme ça que je l'interprète, je suis peut-être un peu tort, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voyait moins d'influence chinoise en Ukraine qu'on pouvait le voir dans d'autres pays limitrophes, et qu'aujourd'hui, on semble, en tout cas, on voit qu'il y a un ensemble de grands projets où les Chinois ont sérieusement envie s'intéressent, ont procédé à des gros investissements et s'intéressent de près à l'Ukraine. Madame Ogarkova, est-ce qu'il y a une déception personnelle du manque d'intérêt de la France pour votre pays? La question est complexe et je serais plutôt d'accord avec Madame Munquin pour dire que c'est pas un désintérêt récent. Tout d'abord, parce que tout d'abord, il y avait un grand intérêt hein, dans les premières années après Maïdan, donc 2013-2014, il y avait une réapparition, une renaissance hein, de l'importance de l'Ukraine en France, on le sentait. Donc, nous, les Ukrainiens qui étaient en Ukraine à ce moment-là, on sentait cet intérêt de l'Europe, pas uniquement la France, mais la France, entre autres, pour l'Ukraine, on sentait le soutien. Et puis, voilà, et puis on pensait à continuer sur ce chemin-là. Mais assez vite, je dirais dans les 2015-2016, il y avait un terme qu'on utilisait souvent dans les colloques consacrés à la défense, à l'Ukraine, à la région, s'appelle l'Ukraine fatigue. C'est-à-dire que voilà, l'Ukraine fatigue, c'est le phénomène que voilà, on en a marre, on a tellement parlé de l'Ukraine qu'on en a marre, et puis il y a des choses qui n'évoluent pas, et surtout cette impasse, en quelque sorte, cette situation qui dure. Quand voilà, on dit qu'on est en guerre, c'est vrai, on est en guerre, ça fait la 7e année qu'on est en guerre, ça bouge pas beaucoup, ça attire pas beaucoup d'attention puisque c'est une guerre à une très intensité assez basse, c'est une guerre des tranchées. Donc, c'est une guerre de plus aujourd'hui avec le cessez-le-feu assez durable. Donc, c'est pas intéressant pour les médias, ça raconte pas l'histoire, c'est pas dramatique. Alors oui, il y a en plus, en parallèle, voilà, côté politique, il y avait beaucoup d'espoir mis dans l'Ukraine après Maïdan. Il y avait quelque chose d'accompli. Il y avait aussi beaucoup de déceptions. Donc, je parlerai ici de la corruption, voilà, de l'histoire qui traîne depuis des années. Et ce que M. Barnier a dit par rapport au gouvernement de Zelensky, c'était un peu la même dynamique. Beaucoup d'espoir dans le premier gouvernement et des déceptions après. Donc, cette histoire des déjà-vus, cette histoire de la répétition, donc ça amenait cette Ukraine fatigue. Et c'est vrai que c'est décevant. Donc, vu de l'Ukraine, bien sûr que la partie active de la société civile, elle compte beaucoup, elle aspire beaucoup au soutien qui provient de la France, de l'Occident en général, puisque ce qu'on appelle l'effet sandwich, voilà, la pression d'un côté de la société civile, des gens qui aspirent, voilà, qui partagent, si vous voulez, les valeurs européennes, et d'un autre côté, ils ont besoin de soutien du monde occidental pour y arriver. Et donc, bien sûr que cette fatigue, ce désintérêt, il peut être blessant, mais à la fois, je ne dirais pas que c'est un phénomène réel, puisqu'il est souvent un peu imaginé, et puis il peut changer. Et une chose importante, si on regarde Biélorussie aujourd'hui, donc pas le manque, mais le retard de l'intérêt qu'il y avait de l'Occident vers la Biélorussie, donc ça c'est aussi important, puisque avec la Biélorussie, avec Moldavie, les élections présidentielles qui ont eu lieu justement, on voit que la région entière entre dans une nouvelle époque, et c'est une époque tout à fait intéressante.
Et voilà, et l'Occident devrait s'intéresser à ça, puisque c'est une transition irréversible, c'est une transition sans retour, même si les choses semblent difficiles avec Loukachenko qui reste, voilà. Mais ce sont des choses, donc l'histoire, voilà, elle ne peut pas revenir comme avant. Donc il y a une tendance, et donc toute la région de l'Europe de l'Est, elle va changer, elle va avancer dans cette transition démocratique. C'est un processus irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est une région à prendre en compte et à s'intéresser. Bien sûr, et justement, vous m'amenez à cette conclusion. J'aimerais conclure avec vous, avec une réponse très succincte à cette question suivante, notamment sur le futur ou le non-futur européen de l'Ukraine et plus largement de pays comme la Moldavie ou le Bélarus. Donc, ma question est-ce que l'avenir européen de l'Ukraine tient en partie de l'approfondissement de cette relation franco-ukrainienne, selon vous? Très succinctement. En deux mots, c'est multifactoriel. L'Ukraine a besoin de faire beaucoup de progrès et l'Europe a besoin aussi elle-même progresser sur sa capacité d'intégration. Donc, c'est un chemin de convergence que les deux doivent faire l'un vers l'autre et ça prendra encore plusieurs années. Monsieur Barrier? Assez peu à rajouter, non, je suis d'accord. Je pense que la France a un rôle à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on sur la relation franco-ukrainienne, en tout cas, on peut être content de la relation qu'on a aujourd'hui et de la façon dont elle est entretenue aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment une volonté politique de rapprochement. Maintenant, c'est vrai qu'il appartient à l'Ukraine de faire aussi sa partie du chemin. Voilà. Madame Mogarkova, peut-être un mot pour finir. Juste un mot. Revenant au titre de notre débat, à la recherche de temps perdu, je le rappellerai une fois de plus que Marcel Proust termine par le temps qui s'appelle le temps retrouvé. Alors, autant de rester optimiste et puis de croire que les efforts réciproques de l'Ukraine, qui sont nombreux à faire, puis de la France, ils vont suffire pour se retrouver une fois de plus. Je vous propose donc de clore ce webinaire sur ces pensées de Marcel Proust et notamment vous remercier toutes et tous pour votre participation, vous trois, mais aussi toute notre audience, celles et ceux qui nous ont suivis, posé des questions. On remercie aussi Daleko Blisko et particulièrement Sébastien Gobert pour la préparation de ce webinaire. Et en attendant, on vous souhaite un excellent week-end et on vous voit bientôt sur les réseaux. Dziękuję, merci. Dziękuję. Dziękuję, do pobaczenia. Merci, au revoir.